Je vous proposais déjà de faire un petit tour de table. Marion, Stéphane. Marion, à toi l'honneur. Est-ce que tu peux rapidement, succinctement te présenter? Oui, bien sûr. Je travaille chez Freework depuis 3 ans. J'ai rejoint le groupe au moment du rachat de la société par Olivier Martin. On était 4 à l'époque et on est arrivé à 3 d'un secteur commun qui était le portage salarial. Donc, on travaille, et moi notamment, depuis plus de 10 ans dans ce secteur de l'emploi en général et surtout sur la partie freelancing. Et aujourd'hui, Freework, c'est 3 sites internet, 3 plateformes. Freelance Info, dont on va parler particulièrement aujourd'hui, dédié aux indépendants qui recherchent des missions dans les métiers de l'informatique. Carrière Info, qui est un job board spécialisé pour les candidats en recherche d'un contrat de travail classique, en CDI, CDD, toujours sur la partie informatique. Et la plateforme Turnover IT, qui est dédiée à toutes les entreprises qui ont besoin de compétences informatiques. Voilà. Donc, pour situer un petit peu ce que je fais, moi, chez Freework, je suis arrivée d'abord sur la partie communauté des informaticiens. Donc, tout le lien avec eux, les échanges, etc., la gestion du forum, dont on reparlera. Et puis également toute la partie acquisition de profils. Donc, comment on va chercher des indépendants ou des candidats qui recherchent un job. Et ça, c'est tout le boulot de la partie commerciale que je fais aujourd'hui. Je gère depuis maintenant 2 ans la partie commerciale de Turnover IT. Et donc, l'objectif, c'est d'apporter le plus de missions possibles intéressantes aux freelances à ce jour. Voilà un petit peu pour ce que je fais aujourd'hui chez Freework. Top. Merci beaucoup, Stéphane. Donc oui, moi Stéphane Aubin, donc je suis le fondateur, le co-founder de Cherrypick. Cherrypick, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de freelance spécialisée dans la tech. On anime, on fédère 4 grandes communautés de freelance autour d'expertise de management de projet. Donc là, on va sur des profils de PMO jusqu'au manager de transition. Une communauté sur la transformation digitale. Derrière, on y met tous les sujets, les expertises autour du produit et de l'agilité essentiellement. L'IT DevOps, là on va plutôt parler d'infrastructure et de développement informatique, et une dernière communauté de data, tous les sujets de data scientist, ainsi de suite. C'est aujourd'hui un peu plus de 12 000 freelances qui sont référencés, qualifiés, onboardés. Et notre job est simple pour ces 4 grandes communautés, c'est de leur ouvrir des marchés chez nos clients. Donc, on fait énormément de business développement, start-up, scale-up, SBF 120, CAC 40. Et l'objectif, voilà, c'est d'être un tiers de confiance, trouver les bonnes, ouvrir des marchés à ces communautés de freelance, et puis surtout aider nos clients à parler et à travailler le mieux possible avec les populations freelance. Super. Donc, du coup, je le rappelle, hein, concrètement, d'un point de vue freelance, on vous appelle des plateformes de freelance. On Oui. en reviendra un peu après, mais c'est comme ça qu'on vous appelle généralement. L'objectif, c'est aussi un peu, nous, avec ce format, du coup, de vous rassembler un peu et de vous faire parler et qu'on discute et qu'on crée des débats, des sujets. Moi, j'ai une première question à vous poser tous les deux. Est-ce que tous les deux, vous avez déjà été freelance? Alors moi, oui, sur une mission Ok. de 2 ans, via le portage salarial, que je connaissais très bien, je le vendais depuis 6-7 ans. Et je me suis Ok. laissée tenter. Donc, ouais, j'ai travaillé pour, alors du coup, une seule mission. C'était une mission longue, Ok. temps plein, voilà, mais portée, ouais, tout à fait. D'accord, ouais, donc freelance porté. Voilà, c'était le choix du statut, la peur de découvrir vraiment le monde de l'entrepreneuriat et de s'occuper de sa propre structure. Donc, j'ai fait un premier pas via le portage salarial. Ouais. Ok. Moi, il y a 3 ans, mais directement en SASU pour monter Cherrypick. Ouais. Et j'avais quelques activités de freelance qui m'ont servi à financer le projet de Cherrypick. Mais ce que Marion explique, je pense que c'est aussi, et je le vois beaucoup chez les nouveaux freelance, le fait de pouvoir basculer en prestation via du portage salarial. On reste dans un cadre salarié, CDI, et ça permet, entre guillemets, de tester l'eau du bain avant de monter sa propre structure, SASU et URL et SARL, quoi. Mais c'est Ouais, un c'est ça. En chemin. fait, via le portage, on va d'abord tester la différence de relation finalement à l'entreprise, Hmm. différente dans le rapport à un patron ou un client. Mais par contre, le statut reste le même. Donc, il n'y a pas trop de complexité administrative pour l'indépendant dans ce cas-là. Ok.
Bon, du coup, on le voit, il y a de plus en plus de plateformes en France. Hein. Aujourd'hui, moi, j'en ai dénombré plus d'une cinquantaine. Il devait y en avoir la moitié il y a peut-être 5 ans. Euh, la plus ancienne des plateformes, je pense que c'est, on peut dire, Freelance Info. Je pense que c'est une des Hmm. plus anciennes plateformes en Ça fera France. 20 ans. Ouais, bientôt 20 ans. Ouais. Voilà, donc c'est un peu les papas français. Marion, pourquoi il y a tant de nouveaux acteurs Hmm. qui se lancent sur le marché du freelancing aujourd'hui en France? Ben, on voit que depuis plusieurs années, hein, moi je vous dis, ça fait 10 ans que je suis un peu dans ce monde-là et on voit les mentalités évoluer. Vraiment, là, je parle des individus qui ont envie de plus de liberté, d'organisation de travail liée aussi à la vie perso. C'est-à-dire qu'on a envie de s'organiser d'une autre manière et d'avoir un rapport au travail un peu différent, de pas toujours travailler sur les mêmes projets, de choisir ses projets. Et dans l'informatique, c'est encore plus vrai dans le sens où il y a énormément de besoins dans toutes les organisations, hein, que ce soit des toutes petites structures ou des grands groupes ou des organisations publiques, on va avoir besoin de compétences techniques. Donc, le risque pour les freelances, je pense, en informatique, est un peu moindre que des métiers dont on aurait beaucoup plus de compétences sur le marché. Ce qui fait, avec tout ça, une place pour des entreprises créées. Alors, on parle de plateformes aujourd'hui, mais on a aussi des banques qui sont lancées spécialisées dans les indépendants, les freelances. On peut avoir tout autre service en fait pour accompagner les freelances. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une place immense pour que ce soit les plateformes, hein, mais tous les autres services qui vont accompagner cette évolution du travail qu'on vit quand même depuis un bon moment maintenant et qui aussi, je pense, avec le Covid, s'est renforcé. Alors, il y a le pendant, on a vu chez nous, on a toujours eu historiquement beaucoup plus de freelances qui s'inscrivaient chaque mois sur nos plateformes, Hmm. liées à l'ancienneté du site et au métier, l'informatique. Et puis, fin mars, l'année dernière, premier confinement, on a beaucoup de remontées freelance, notamment sur le forum, qui disent que les entreprises ont coupé leur mission au 31 mars. Mais par Hmm. contre, leurs copains salariés, eux, avaient encore leur job. Hmm. On a vu une petite tendance inverse à partir de mai, où on rentrait un peu plus de nouveaux candidats en recherche d'emploi que de freelance. Voilà. Et c'est la première fois qu'on voyait ça, effectivement. Et vous pouviez finalement leur proposer des postes parce que enfin, vous aviez aussi des offres en On CDI, fait les quoi. deux. Voilà. Nos clients aujourd'hui publient soit des offres de freelance, soit des offres d'emploi classiques, donc sur nos deux Hmm. plateformes différentes. Donc oui, on a tout à fait les deux à proposer. Ouais, tout à fait. Ok. Stéphane, tu voulais réagir? Non, je suis assez d'accord, assez en phase avec Marion, hein, la tendance du freelancing vient réellement. C'est pas les sociétés qui cherchent à avoir plus de flexibilité et à précariser entre guillemets le marché du travail. Ouais. C'est vraiment les candidats, ce sont les salariés qui ont besoin de plus d'autonomie, de plus de liberté. Et puis c'est aussi un statut où c'est beaucoup plus rémunérateur. Mm. De mon point de vue, il y a un vrai engouement aujourd'hui des personnes sur le marché et les sociétés, à l'inverse, je dis pas subissent, mais subissent quand même un petit peu ce phénomène-là parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler tous avec des freelances et ils s'aperçoivent bien que les compétences, en tout cas si on parle du marché informatique, basculent vraiment. Il y a un vrai engouement sur le marché du freelancing. C'est assez drôle d'observer ce phénomène-là et je pense qu'en effet, c'est un phénomène qui est assez structurel. On Mm. parle dans les 5-10 prochaines années, c'est 30% de la population active qui va être freelance, hein. Aux États-Unis, en 2027, ça sera 51% de la population qui sera freelance, donc un actif sur deux. Donc, c'est une tendance de fond qui s'observe pas uniquement en France, mais dans le monde et en Europe, quoi. Et d'accord avec Marion, il y a 10 ans, être freelance, c'était réellement réservé à des gens très compétents, très entrepreneurs. Ils devaient faire leur business développement. Enfin voilà, il fallait qu'ils gèrent très très bien leur réseau. Aujourd'hui, on peut se lancer freelance avec, il suffit d'avoir quand même l'essentiel, c'est son expertise pour être autonome et être compétent sur son domaine. Mais derrière, il y a tout un tas d'acteurs comme nous. On est là pour trouver des missions, sécuriser le contrat entre un grand groupe et un freelance et les payer à l'heure. Mais à côté, on a aussi fédéré tout un écosystème
entre des prêts bancaires, une banque, l'administratif, portage salarial, et tous ces acteurs-là qui sont assez nouveaux, bah, tous ensemble, on se regroupe, on se fédère, on parle ensemble des problématiques que les freelances peuvent avoir, et ça crée un écosystème où c'est, pour moi en tout cas, de plus en plus facile de se lancer freelance, quoi. Surtout que les clients changent, leur mentalité change et ils s'aperçoivent bien que même en CDI, dans la tech, quelqu'un qui reste 3-5 ans en CDI, c'est déjà le bout du monde, quoi. Et les missions qu'on a, nous, chez nos clients, on travaille 100% de clients finaux et on fait des contrats de 3 à 6 mois renouvelables sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, il n'y a même plus ce côté voilà, j'ai pas de mission. On a des missions qui sont très, très longues. Et les clients embarquent de plus en plus sur des missions longues, sur des missions à responsabilité. Il y a 10 ans, on utilisait un freelance sur une expertise hyper pointue quelques jours. Là, aujourd'hui, les freelances font partie de l'organisation de nos clients et sur du moyen long terme, et on déroule vraiment stratégique, hein. Quand on place un CTO de transition chez un de nos clients ou un DSI de transition, il a les clés de la société, quoi. On lui fait confiance, hein. Ce n'est pas parce qu'on est freelance qu'on ne va pas avoir de responsabilité et de décisions à prendre dans l'organisation des clients, quoi. C'est une volonté. Vas-y, Marion, je t'en prie. Je voulais juste rajouter, effectivement, pour des nouveaux freelances qui viendraient de se lancer ou des gens qui auraient peur, notamment en informatique. On a vu basculer vraiment cette année de la part de nos clients. On a des retours assez réguliers là-dessus qui nous disent qu'effectivement, on n'a plus trop le choix, quoi. C'est-à-dire que c'est le freelance qui décide. Il a vraiment toutes les cartes en main. Les gens ont quitté la région parisienne, se sont installés ailleurs et ne veulent plus venir tous les jours chez le client. Ont imposé leur statut. Donc, je pense qu'on est quand même bien quand on a envie de se lancer freelance aujourd'hui. Il n'y a pas de peur à avoir, je pense, sur le fait de ne pas avoir de mission, comme disait Stéphane. Chez nous, on en diffuse 140 000 par an. Là, on tourne entre 16 000 et 18 000. On n'a jamais vu ça. Il y a énormément de missions. Tout à l'heure, tu disais que c'était, Stéphane, tu disais que c'était aussi vraiment le candidat qui décidait de se lancer. Il y a aussi finalement l'entreprise qui fait le choix, qui décide aussi à un moment donné d'y aller, peut-être aussi d'externaliser un petit peu le risque, mais en tout cas d'y aller. Est-ce que en France, est-ce qu'avec toutes les charges qu'on connaît quand on doit recruter, est-ce que finalement, on n'est pas non plus aussi un terrain un peu propice finalement au développement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu structurel où on se dit, bah, c'est ça aussi qui fait que les entreprises ont moins de crainte à y aller parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, des fois, ça leur coûte même moins cher? Oui, c'est plus simple en effet. Quand un de nos clients veut recruter des compétences dans l'IT, il va passer par un cabinet de chasse qui va mettre 1 mois à faire la sélection, les entretiens. Derrière, il y a 3 mois de préavis. Donc, un besoin urgent pour un client, c'est 4 mois. Donc, c'est une vraie contrainte. En freelancing, en 24 heures, on lui a fait une shortlist, 24-48 heures pour faire les entretiens, go, no go. Il nous appelle le lundi suivant, il a quelqu'un dans son bureau. Donc, il y a vraiment ce côté, c'est beaucoup plus facile de travailler, rapide, agile, de travailler, d'embarquer des équipes compétentes. Et donc là, c'est du freelancing. Après, moi, tous mes clients rêveraient d'embaucher mes freelances. Ils veulent les embaucher, même si ça coûte cher. Il y a des charges salariales, patronales, tout ce que tu veux, mais ils veulent les embaucher parce qu'ils veulent les garder sur du moyen et du long terme. C'est le freelance qui, lui, justement, veut quand même garder sa liberté. Ils sont beaucoup plus attachés au projet, à l'équipe, que à la société, entre guillemets. Donc, ce qui va réellement, pour moi, intéresser et driver un freelance, c'est d'avoir un projet avec une date de début, date de fin. Et voilà, une fois que le projet devient moins intéressant, il va moins monter en compétences, eh ben, il va basculer sur une autre mission, et ça, je pense que c'est un vrai enjeu pour les freelances de ne pas se tromper, parce que c'est hyper intéressant comme ça de jumper de projet en projet, ce qui fait qu'un CV de freelance qui est resté 3-4 ans comme ça sur le marché, qui a fait peut-être 10 projets, ou 3 ou 4, eh ben, il a une montée en compétences beaucoup plus rapide que certains internes, parce qu'il a vu des projets un peu intéressants. Après, il ne faut pas se tromper il faut quand même si on est freelance,
avoir en tête une construction d'une carrière et que les projets suivent une certaine logique par rapport à une stratégie à moyen et long terme. Faut oublier que le côté uniquement du TJM, du taux journalier, qu'est-ce que je vais gagner demain matin, et avoir vraiment cette démarche-là de construction quand même de carrière et de CV, parce que la compétence du freelance, c'est là-dessus qu'il va se revendre demain matin, quoi. Ouais, je rejoins Stéphane là-dessus parce que, effectivement, l'entreprise, quel que soit le métier d'ailleurs, on va construire son évolution. Le freelance, lui, il va être reconnu pour deux compétences et on va le rappeler parce que la mission d'avant, elle a très bien été faite, elle a été réussie sur ce domaine-là, sur cette compétence-là ou sur ce métier. Ce qu'on ne retrouve pas forcément en entreprise, quand on se projette à long terme, on va forcément aussi changer de projet et évoluer dans son métier. Donc, il ne faut pas effectivement oublier que quand on est freelance, ça ne veut pas dire que pendant 20 ans, on va faire forcément la même chose. On l'a dit, du coup, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, mais on voit quand même parfois des modèles un peu différents. Euh, Marion, toi, quelle différence tu peux faire entre une plateforme comme Freelance Info et, par exemple, Cherrypick? Ouais. Alors, nous, aujourd'hui, on est fournisseur de missions freelance grâce à nos clients. C'est nos clients qui vont publier les missions sur Freelance Info et les free vont pouvoir y répondre et ils vont se contacter en direct. Moi, à partir du moment où je ne sais même pas si une entreprise a contacté un freelance chez moi. Et donc, c'est le client qui se connecte et qui va sur ta plateforme. Exactement. En fait, le client a sa propre plateforme, Turnover IT. Il va sourcer dans une base de CV que le freelance a autorisé à donner. Tous les free ont donné leur autorisation. Et donc, ils vont être contactés pour une mission. Ou alors, le free va pouvoir répondre en direct à une mission et le client va recevoir chez nous son CV. À partir de ce moment-là, nous, on ne rentre plus du tout en jeu. On ne fait pas de sélection de profil. On ne fait pas les rendez-vous téléphoniques de qualification et on ne présente pas des freelances qualifiés aux recruteurs. Donc, c'est vraiment c'est que de la mise en relation aujourd'hui, partie mission. Et sur le business model, le freelance chez nous n'a aucune commission. Donc, il peut trouver toute sa vie ses missions chez nous. C'est totalement gratuit. C'est vraiment l'entreprise qui paye un accès à cette CVTech, à la diffusion d'offres. Et ce qu'on a peut-être de différent, mais ça, Stéphane, c'est toi qui pourras mieux parler de Cherrypick que moi, mais on a toute une partie, si tu veux, tu viens trouver ta mission chez moi, tu peux utiliser Freelance Info pendant des années. On a des anciens freelances qui ont démarré Freelance Info, qui sont toujours, par exemple, très actifs sur le forum. Et c'est un lieu qu'on veut de vie, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te renseigner sur toute la partie administrative d'une activité de freelance. Est-ce que je peux déduire mon loyer de mes frais, etc. Et on est en train de lancer toute la partie forum technique aussi, pour pouvoir échanger sur la partie métier, compétences, et toute une partie blog, contenu. Voilà, on travaille dans le sens de, bien sûr, je fournis des missions, mais c'est aussi chez nous, tu peux te renseigner sur le marché, quelles sont les compétences les plus demandées par les recruteurs d'une semaine à l'autre, on a les tendances. Tu vas avoir aussi un TJM, on demande la contribution à nos freelances pour savoir combien ils ont facturé leur dernière mission. Et ça, on le rend public. Voilà. Okay. Mais que de la mise en relation. Nous, on ne rentre pas du tout dans la relation en fait, entreprise-freelance. Pas du tout. Stéphane, toi, c'est complètement différent finalement. Oui, moi, comment je voyais Freelance Info, ce que je comprends de ce que tu viens de nous expliquer, c'est vous êtes une CVTech et un job board. Exactement. Pour faire simple. Nous plateforme, alors même si j'aime pas trop le mot plateforme, mais bon, allez, on va dire que c'est le mot consacré. On va être là pour nous, par contre, avoir un CV, pour moi, ça veut rien dire. Une offre de mission, juste avec quelques mots-clés, ça veut rien dire. Donc, on est là pour nous vraiment filtrer l'ensemble de nos freelances, on est assez sélectif, on ne prend pas tout le monde, on n'est que dans l'IT, on choisit les profils des personnes. On valide, on fait des tests techniques, des tests de personnalité, il y a un entretien physique. Donc, une fois qu'il a passé ces étapes-là, quand on le présente chez un client, c'est plus un CV, c'est un consultant. On est capable d'expliquer ce qu'il a fait, là où il est fort, là où il doit monter en compétences et en quoi il va bien fitter dans l'équipe chez notre client. Et pareil, quand on a une mission d'un de nos clients, on ne la diffuse pas automatiquement. On refuse certaines missions, on refuse certains clients.
Les filtres, on veut que des clients finaux, on veut pas de SN. On veut que des missions longues. Donc, les formats, c'est toujours 3 ou 6 mois renouvelables. Et voilà, il faut que ça soit exactement dans les périmètres des 4 communautés que j'ai expliqué, que j'ai montré tout à l'heure. Et quand on a une mission, on est capable de parler du contexte. Qui recrute, c'est quoi le contexte, c'est quoi la stratégie, c'est quoi les enjeux. Donc là, c'est un peu de la dentelle. Et c'est là où justement les plateformes, mais bon, je crois on en avait déjà parlé, Théo, on peut pas tout gérer avec un algorithme magique. C'est beaucoup d'humains pour justement comprendre le freelance. C'est beaucoup d'humains pour comprendre le client. Les clients, c'est pareil. De temps en temps, ne savent pas ce qu'ils veulent. Il faut les aider. Il faut leur dire, écoute, non, tout ce que tu demandes là, c'est ton mouton, il a 6 ou 7 pattes, il faut en couper 2 ou 3. Ton budget, il est trop élevé ou pas assez. Enfin, voilà le vrai budget. Et en effet, là, on a un vrai retour, nous, d'expérience sur le marché, sur les bons budgets, les bons postes, ce qu'on va être capable de trouver. Donc, on a un vrai rôle de conseil des deux côtés. On gérera moins de volume, mais ce n'est pas notre but. Le mot plateforme, je préférais plutôt, on est plutôt un agent pour les freelances et pour nos clients aussi, quoi. C'est une sorte de cabinet de recrutement freelance en ligne. Oui, voilà, je pense que la plateforme, pour nous, c'est on utilise la tech pour digitaliser beaucoup de process, de l'onboarding, la qualification, stocker la data, structurer la data, qualifier la data, faire quand même quelques premiers matchings qui sont faits par des algos. On est assez poussé là-dessus. Mais ça, c'est une aide qui ne remplace pas la relation humaine que l'on a avec nos clients et nos freelances. Et c'est vrai qu'à la différence de Cherry-Pick, pardon, Théo, Vas-y, Marion. nous, effectivement, la plupart de nos clients aujourd'hui sont des ESN. On a quelques clients finaux, dont des grands groupes notamment, ou des PME qui ponctuellement ont besoin d'une compétence. Mais c'est vrai que historiquement, on a travaillé dès le départ avec des ESN. C'est encore le cas aujourd'hui en grande majorité. Et c'est l'ESN qui va avoir le rôle derrière de qualification et de présentation au client final des bons profils. Voilà. Alors j'aurais une question, excuse-moi Théo, je prends la main. Mais vas-y, prends. Pour toi, Marion. Dis-moi. Quel est le retour que toi, tu as des freelances ou de la communauté freelance parce que nous, on a vraiment choisi stratégiquement de ne travailler qu'avec des clients finaux. On a, il y a 3 ans d'ailleurs, signé un accord cadre avec un des gros acteurs du marché. Je ne vais pas le nommer, mais c'est une grosse ESN du CAC 40. Et on a arrêté assez rapidement d'ailleurs, parce que c'était compliqué de travailler avec eux. Quel est le retour que toi, tu as de tes communautés de freelance sur le fait de travailler avec des ESN? C'est intéressant. Alors, on le suit beaucoup sur la partie forum. Ouais. L'idéal, j'ai l'impression que le rêve du freelance, c'est finalement de travailler en direct avec le client final. Mais on s'aperçoit que le marché, finalement, est quand même beaucoup tenu par les ESN. Et nous-mêmes, quand on essaye d'intégrer les grandes sociétés pour leur proposer de sourcer directement, ils nous disent que non, ils font appel à des ESN ou des cabinets de recrutement qui vont faire la sélection pour eux. Finalement, les freelances trouvent quand même des missions. Alors, il y a un intermédiaire, mais comme ils ont la plupart des offres du marché chez les ESN, c'est comme ça qu'ils arrivent à rentrer. Alors, et puis, on en a certains qui sont internalisés après dans la société finale. Mais on le voit, que l'idéal, ce serait d'arriver à travailler en direct pour le free dans les sociétés, quoi. Après, il y a tout le problème de référencement. C'est-à-dire qu'un grand groupe il va vouloir référencer 3 sociétés de portage, 2 boîtes d'intérim, des ESN. Il ne va pas travailler avec 20 freelances en auto-entrepreneur, les 80 autres en SASU. C'est compliqué. C'est plus compliqué. Non, moi, je pense que en effet, le rêve du freelance de travailler en direct pour maximiser son TGM, c'est bien, mais moi, je travaille avec des clients qui ont 600 freelance, 600 prestataires dans leurs équipes. Un grand groupe ne va pas s'amuser à faire 600 accords cadres avec 600 freelance. C'est donc juste pas possible. Ils ont quand même tout de même besoin d'un tiers de confiance, quoi. Et justement, c'est ça notre but, nous, c'est de changer ce vieux circuit où il y avait, et en effet, traditionnellement, quand on est freelance, on veut trouver une mission, ou quand, je sais pas, le groupe Total veut trouver un freelance, il appelle Capgemini,
Capgemini n'a pas la ressource, mais il ne connaît pas non plus les freelances. Il passe par un cabinet de recrutement ou un broker qui, lui, va aller sourcer des freelances. Et ça fait quand même, je trouve, un problème avec un empilement de markup. On a le cabinet qui va prendre 25%, Capgemini ou une grosse structure comme ça qui va prendre 30%. Et on se retrouvait dans des situations où il y avait un empilement comme ça d'intermédiaires qui n'apportait pas forcément énormément de valeur ajoutée et qui prenait 40 à 60% de la marge. Et c'est pour ça que les freelances veulent justement pas forcément travailler en direct, mais travailler via à des marges plus réduites et surtout des marges transparentes. Je pense que c'est aussi ça, et leur expliquer, OK, comme tout à chacun, on doit vivre. Voilà ce que je t'apporte. Je t'apporte une mission. Je gère la partie contractuelle et les risques. Je gère les paiements parce qu'on fait la facturage et ça coûte tant. Et c'est justement cette démarche-là que, en tout cas, les freelances nous disaient, voilà, on ne sait jamais en fait. On ne sait jamais combien, qui prend quoi dans le milieu des ESN. Et à la fin, au bout d'une semaine ou deux de mission, ils le savent très bien, hein, ce qu'ils sont facturés à un moment donné. Donc, il y a ce rapport de confiance-là que nous aussi, on essaie de changer, quoi. Je précise une chose, c'est que c'est intéressant parce que finalement, là, on est en train de voir deux modèles qui fonctionnent parce que vous êtes toutes les deux des boîtes qui marchent bien. Et c'est là où ça devient très intéressant d'en discuter. Moi, j'avais en tête en fait que les clients, et j'ai pu l'expérimenter avec du coup la boîte, moi aussi, que j'ai cofondée, donc Crème de la Crème, il y a maintenant 6 ans, les clients ne viennent pas, en fait, finalement, normalement, sur les plateformes. Ils ne viennent pas. Mais ce que tu me disais, Marion, toi, c'est que finalement, c'était soit des PME, soit des ESN. Et finalement, ces clients-là, de ce que je comprends, eux, n'ont aucun problème à se connecter. Mais le truc, c'est que c'est aussi parce que derrière, ton modèle, encore une fois, est différent, c'est qu'ils ne te voient peut-être pas non plus comme un intermédiaire. Ils te voient plutôt comme un endroit sur lequel ils payent un abonnement. Exactement. C'est Moi, peut-être là la différence. Je ne suis pas du tout un intermédiaire entre le travail proposé et la personne qui va fournir la compétence. Moi, je vais juste les mettre en relation. Je te donne un outil à toi, entreprise, pour que tu puisses aller dénicher le bon profil pour ta mission. Mais derrière, je n'ai aucune autre valeur ajoutée que moi d'aller chercher des profils sur ma plateforme. Je ne vais pas rentrer, ce que disait d'ailleurs Stéphane. Nous, le projet du client final, hein, que ce soit en direct ou l'ESN, il ne va pas me l'expliquer. Il va publier de lui-même son offre. Je n'ai pas du tout de valeur ajoutée là-dessus. Freelance Info, c'est… Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer, vas-y. Je disais, on est vu comme une CV Tech. Et pourquoi effectivement, tu sais qu'on marche bien, et c'est vrai, c'est une société qui va très bien aujourd'hui. Parce qu'en fait, de notre historique, on est quand même assez connu sur la partie freelance notamment. Donc, on a quand même beaucoup de visibilité. Donc, même en publiant une offre, ils n'ont pas forcément besoin de sourcer, ils vont avoir des profils de freelance qualifiés. Une des plus grosses CV Tech en France, ça a peut-être du sens qu'un jour, vous lanciez un modèle un peu comme celui de Cherry-Pick, non? Alors, on ne le fera pas pour des ESN ou des grands groupes. Par contre, on a lancé là dernièrement une offre pour des petites structures, des PME qui ont les moyens de prendre le temps de faire leur qualification de profil, des entretiens de recrutement, etc. Et qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des cabinets de recrutement. Donc, on a lancé effectivement une offre qui s'appelle Contrôle F, qui propose sous une semaine des profils qualifiés. Donc, on en a une dizaine et puis on en retient 4 pour les entretiens. OK. Voilà, que le client va pouvoir rencontrer. Mais c'est tout nouveau. Je ne savais pas du tout, hein, je posais la question. Pas du tout l'idée. Non, mais c'est intéressant. C'est l'évolution, je vous en parlerai. Effectivement, on va évoluer là-dessus. Et tout à l'heure, tu parlais, Stéphane, de la partie certification un petit peu du profil. On y vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, n'importe qui peut s'inscrire sur la plateforme et il n'y a pas de contrôle. On va mettre en place des tests techniques et autres pour que le freelance puisse, s'il le souhaite, donner plus de poids à son profil dans la CV Tech. Donc, sur la partie compétences, on parle aussi de faire de la vérification de CV. Tu as des sociétés qui repassent sur est-ce que vraiment tu as bossé chez tel client. Donc, on pourra certifier si on le
en tant que freelance son CV pour donner plus de poids auprès des recruteurs et avoir plus de chances finalement d'être contacté pour cette mission. Ok, très intéressant. En tout cas, voilà, je Tu posais la as une question. petite exclue, Théo. Mais je suis en train de regarder là, il n'est pas encore sorti le site. Si? Alors, le site sur cette nouvelle offre? Ouais. Alors, non, on ne fera pas de site si tu Ok, veux. d'accord. Ok. Allons faire la qualification dans notre base et c'est un Ok. service qu'on vend indépendamment à des PME. Ok. Bon, cool. J'ai bien fait de poser la question là. Ok. Qu'est-ce qu'un freelance? Alors là, on imagine qu'il y a des freelances qui vont nous regarder, qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'un freelance doit savoir avant de s'inscrire sur une plateforme de freelance comme Cherrypick? Stéphane, qu'est-ce qu'il devrait savoir avant de s'inscrire chez toi? Il faut déjà qu'il soit sûr de se lancer freelance, qu'il ait une offre claire en tête. Il faut d'abord qu'il réfléchisse à son offre, à son expertise, à sa valeur ajoutée, à ce qu'il va apporter au client, qu'il soit vraiment prêt par rapport à ça, parce que ça va très vite en fait. Donc, s'il a le bon profil, il s'inscrit. On a eu le cas de figure cette semaine, ici, on a une inscription. 24 heures après, il s'est fait onboarder, c'est-à-dire qu'on l'a appelé pour lui dire, OK, bon, tu corresponds bien à la communauté, voilà ce que tu vas trouver chez nous. 24 heures après, il avait un entretien chez un client, go, no go, et il commence lundi prochain. Donc, ça peut aller très, très, très vite comme ça. Donc, il faut être assez préparé sur voilà, quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je peux offrir à un client, et puis aussi disponible. Un freelance, s'il s'inscrit sur notre plateforme et qu'il est encore salarié, il se pose des questions et qu'il va être disponible dans 3 mois, c'est compliqué. La date de disponibilité d'un freelance, et je pense que ça, c'est toujours la difficulté d'ailleurs quand on se lance freelance. C'est-à-dire qu'on est salarié, on a 3 mois de préavis, malheureusement, et on voudrait avoir un contrat freelance avant de partir de son emploi, mais ça, c'est pas possible parce que si on a, voilà, moi, les contrats de freelance, ils commencent lundi prochain. Donc, il faut être disponible tout de suite, il faut se jeter un petit peu dans l'eau du bain et se faire confiance, voilà, et avoir une offre vraiment bien en tête. Donc, en amont, c'est vraiment une préparation plutôt personnelle parce que de notre côté, ça va vite. Et je vous conseillerais de networker aussi avec d'autres freelances qui se renseignent, qui ait la bonne posture, qui travaille son CV, qui travaille son discours. Et là aussi, c'est pareil, je pense qu'on fait la même chose que Marion. On a notre job, il est de fédérer un écosystème et que les freelances soient pas. Alors, ils sont certes indépendants et de temps en temps un peu tout seuls. Donc, on essaie de les regrouper par communauté, centre d'intérêt. On a tous des blogs, on a tous des meet-ups, des webinars où on peut trouver, comme on le fait aujourd'hui, énormément d'informations sur comment fonctionne le marché du freelancing. Et le call que l'on fait de bienvenue avant de valider un profil sur notre plateforme, il est là aussi pour répondre à ces questions, pour lui expliquer comment ça va se passer, quoi. Marion, toi, tu as parfois des missions qui commencent peut-être un petit peu plus loin que 3 semaines, un mois. Ça t'arrive d'avoir des missions comme ça qui démarrent? Alors, on est quand même dans l'urgence, très Ouais, clairement, hein. Les offres publiées, la date de début, elle ne dépasse pas un mois au plus tard. Oui, c'est ouais. souvent ASAP. Voilà, c'est exactement, c'est ASAP. Donc, et je voudrais, Stéphane, je suis absolument d'accord là, avec ce que tu présentais pour les free. Et moi, je voudrais rajouter quelque chose chez nous sur la plateforme. On a aujourd'hui un peu moins de 50% des freelances qui s'inscrivent sans statut. Donc, c'est des personnes qui se déclarent en freelance, mais qui finalement n'ont pas encore créé leur propre statut, que ce soit un portage ou sa propre société. Sauf que comme le marché va très vite et qu'on a beaucoup besoin d'eux, mais ils vont être appelés tout de suite et on va leur demander de démarrer. Mais ils sont freelance. Donc, on va leur dire, OK, très bien, tu factures comment? Et donc, il faut quand même se préparer, pour tous les frics qui écoutent, il faudra se préparer à ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même anticiper toute la partie administrative avant de trouver même la mission. C'est d'être au clair sur le fait de facturer de telle ou telle manière. Oui. Mais ça, c'est pareil sur l'aspect administratif. On a tout un écosystème de partenaires et quand on a des freelances comme ça qui n'ont pas préparé ça un peu en amont, on arrive à monter les contrats, peu importe le statut, en 24-48 heures. Donc, mais en effet, ce qui n'empêche pas non plus complètement de
de démarrer une mission. On a énormément de missions qui Oui. démarrent et le statut, le cabis, il va être reçu dans la semaine, quoi. Ouais. Mais en effet, ça, c'est des Il faut y questions à se poser réfléchir. avant. Mais dans les blogs, les forums, les meet-up, c'est justement, moi, le conseil pour des nouveaux freelances, c'est de networker avec d'autres freelances de sa communauté. Quand on est à son compte, il faut se recréer un petit écosystème, se recréer, on va dire, des amis, des connaissances et un réseau surtout. Et ça, entre guillemets, le rôle des plateformes, bah, c'est aussi ça. C'est en dehors de trouver des missions et de payer les gens à l'heure, on est là aussi pour fédérer et faire que les gens se rencontrent, se parlent, quoi. On est là pour favoriser justement l'essor du freelancing. Euh, c'est ça. Vous avez pas mal d'expérience dans le milieu, sur le marché. J'ai une question pour vous. Quels sont finalement les profils qui sont les plus demandés en 2021 et 2020-2021? C'est quoi les profils les plus demandés? Et finalement, ça revient à dire, est-ce que ces profils finalement devraient être moins inquiets que les autres à se lancer en free? Alors, chez nous, on a un petit outil toutes les semaines qui nous indique les mots-clés les plus recherchés dans notre CV Tech par les recruteurs. Ça fait de nombreux mois que le top du top, c'est du Java. J'ai fait Ok. beaucoup de Java et .NET. Et- Après, beaucoup de développeurs, que ce soit du back ou du front. Développeurs, c'est en troisième position chez nous. Et les quatrième et cinquième, c'est de la cybersécurité et les data scientists qui sont de plus en plus demandés. Donc, voilà ce qu'on a pu, nous, en sortir là sur ces derniers mois auprès des recruteurs qui utilisent Turnover IT. Non, oui, je pense qu'on a la même chose, hein. Pour nous, c'est les devs. Vraiment, c'est là où il y a le plus de demandes sur les technos un peu à la mode, les React, les Node.js, les Go. Enfin, voilà. C'est les développeurs qui ont clairement le vent en poupe et ça pour encore quelques bonnes dizaines d'années, quoi. Mm. je vais poser la question de façon un peu cash, mais est-ce que, on se fait réellement plus d'argent en freelance? Parce que finalement, on voit qu'il y a pas mal de charges. J'entends un peu de tout. Ouais, finalement, oui, 600 euros par jour, c'est beaucoup, mais quand on enlève les charges, tout ça, il ne reste plus rien. Concrètement, la question est simple, est-ce qu'on se fait plus d'argent en freelance qu'en CDI? Faut pas oublier pour les freelances qui n'auraient pas encore l'expérience, justement, de bien mettre dans leurs tarifs toutes les charges qu'ils vont avoir. Parce que quand tu es salarié, tu as ton net à la fin, tu as payé tes impôts sur le revenu, et puis tu n'as pas vu ce que tu coûtais vraiment à l'employeur. Et ça, donc, première chose, c'est qu'il faudra très clairement l'intégrer. Ensuite, je pense que oui, je pense qu'un freelance peut facturer plus à compétences égales, hein, que ce qu'aurait un salarié en salaire. L'entreprise, elle, quand tu as le salarié, bah, tu as toutes les charges qui sont imputées au statut de salarié. Et puis, les budgets de formation, tu vas avoir pour l'entreprise, elle va peut-être budgéter le fait que tu peux avoir des prud'hommes quand tu es en CDI ou salarié. Donc, pour moi aujourd'hui, et pour l'avoir vu dans le portage salarial, je dirais on peut gagner de 30 à 40% de plus en freelance. C'est ce que j'ai vu un peu. Je ne sais pas toi, Stéphane, comment tu vois les choses là-dessus. Mais pour moi, oui. Et juste un petit aparté aussi, c'est que tes freelances, oui, ça ne veut pas dire non plus que tu gagneras, enfin que tous les métiers gagnent très bien leur vie non plus. Ça ne veut pas dire que tu auras du travail tout le temps non plus. On en parlait tout à l'heure avec le Covid. Hein, les premières missions et budgets stoppés qu'on a vus chez nous, c'était pour les free. C'est les free pour qui on a arrêté les missions. Donc, ça a fait 2-3 mois en stand-by à se demander si finalement on allait retrouver une mission ou si les budgets des entreprises allaient réduire et donc on allait garder que les salariés qui étaient en poste. Donc, ouais, pour moi la réponse est quand même plutôt oui. Et Oui, mais puis, je suis assez d'accord. question de Oui, valorisation. c'est un oui, mais quoi. Si on Ouais. regarde si on regarde son salaire et un TJM à 600 euros, on se dit bah tiens c'est chouette, je vais doubler. Mais derrière, en effet, il faut prendre en compte des charges. Il faut pondérer également la différence. Déjà, faut facturer entre guillemets et avoir des missions toute l'année. C'est-à-dire que si on a un trou de 2-3 mois, ça commence à faire une moyenne. Donc, on gagne au final plus, ça c'est une certitude, mais c'est pas 100% de plus, quoi. À mon avis, les plus ou moins 30% de plus, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que
pour moi, la première motivation quand même des freelances, l'argent, c'est la troisième motivation. C'est l'autonomie et la liberté qui vient en numéro un, numéro 2. Et l'argent, c'est la cerise sur le gâteau, c'est the cherry on the cake. Mais ce n'est pas toujours le premier moteur. Une fois qu'on a l'autonomie, la liberté et 30 ou 40% de plus en termes de revenus, bah, c'est pas si mal. C'est C'est pas clair. si mal. Et généralement, quand on bascule freelance, on ne revient pas vraiment salarié, sauf pour certaines entre guillemets contraintes. Voilà, il y en a beaucoup qui repassent salariés peut-être pour se mettre au chaud quand il y a une petite crise, ils ont un petit peu peur, mais ils reviennent au freelancing. Mais j'y crois beaucoup, moi, à un moment donné, d'avoir des switches comme ça, CDI, enfin salarié, freelance, ça dépendra des opportunités et on changera. On change déjà de société, on change de métier, on change de statut. Donc là-dessus, il faut être assez agile. Mais généralement, non, ils sont bien là où ils sont, les freelances, il n'y a pas de problème. On parle bien des freelance tech, hein. Oui, Freelance tech. Profil Alors, IT. c'est vrai que dans ta population des freelances, dans la tech, c'est vraiment un marché qui est juste À part. canon. C'est ultra, et voilà, exactement. C'est à part, c'est ultra dynamique, il n'y a pas trop de problèmes. Après, voilà, c'est pas les mêmes histoires sur d'autres secteurs d'activité, quoi. On va rester dans le volet rémunération. Euh, Comment aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur, vous vous rémunérez? Quels sont, je ne parle pas de chiffres, hein, mais sur la façon. Comment vous vous rémunérez au quotidien? Alors, chez nous, c'est l'achat par l'entreprise d'un accès à l'outil Turnover IT, qui lui donnera donc la possibilité de contacter nos CV Tech de Freelance Info et de Carrière Info, de diffuser des offres. Et on a également une partie place de marché B2B pour les ESN qui auraient des intercontrats disponibles et qui souhaitent les proposer à d'autres ESN. Et donc, chez nous, c'est très simple, hein, c'est un choix d'accès à la durée. Et à partir du moment où tu as acheté, que tu fasses 4 placements par mois ou que tu en fasses 100, eh ben, c'est le même prix, si tu veux. Je ne vais pas avoir de rémunération au succès. Ok. Le freelance, pour lui, c'est totalement gratuit. Et ça coûte combien pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a différents modèles? Est-ce qu'il y a différents tarifs? Et si oui, combien? Alors, en fait, l'accès de base, il est le même pour tout le monde. Il est à 3 950 € hors taxe à Par l'année, an? Ok. par an. Et après, en fonction du nombre d'utilisateurs que tu as dans ta société qui recherchent des profils, on va rajouter des users, en fait. Donc, ça aura un coût supplémentaire. Ou le nombre de CV dont tu as besoin par mois va aussi impacter le tarif final. Mais l'accès de base est à 4 000 € hors taxe l'année. Ok. Ok. Stéphane, toi, comment tu fonctionnes? Sur les plateformes, c'est toujours le même modèle, je pense. On est au succès. Donc, tant qu'on n'a pas trouvé, tant qu'on n'a pas trouvé de mission, et c'est gratuit pour le freelance. Et même quand le freelance trouve la mission via nous, lui, ça ne lui coûte rien. Et c'est le client qui paye 15% sur la prestation. Donc, c'est fixe, c'est transparent. Le client le sait, le freelance aussi. Donc, c'est assez simple, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a. Donc là, voilà, tu dis que c'est transparent, etc. C'est 15%, mais il n'y a jamais des missions parfois qui peuvent coûter peut-être plus cher ou ce qui pourrait être aussi expliqué des fois. Mais il n'y a pas des moments où la commission peut être plus haute sur certaines missions ou sur certains comptes. Pas forcément, non, non, on est vraiment dans ces braquets-là. Je pense que les commissions les plus basses du marché, C'est euh, ouais, c'est la market practice, quoi. ouais, c'est les commissions les plus basses du marché. Et ce qui change par rapport à avant, hein, où je vous expliquais tout à l'heure, une ESN va prendre 25 points, un cabinet aussi. Euh, Dans le marché d'avant, dans le monde d'avant, il y avait peut-être 40 ou 50% de markup par des intermédiaires. Et ça, c'était n'importe quoi, quoi. Donc là, c'est une seule commission et qui est basse. Donc il n'y a pas d'empilement, on travaille toujours en direct. Donc c'est assez fair-play pour tout le monde. Surtout que derrière, on gère la partie contractuelle, les risques contractuels et on gère aussi les paiements. On fait la facturage. C'est-à-dire que le freelance n'a pas à trouver sa mission, le freelance n'a pas à négocier son contrat avec le client et le freelance n'a pas surtout
à faire le recouvrement. Parce que les clients grands comptes, on travaille nous essentiellement quand même avec des grosses structures. Le client grand compte, il paye toujours. Je n'ai pas de défaut de paiement, mais il Ouais. ne paye jamais à l'heure. Donc, légalement, ils ne peuvent pas dépasser 45 jours fin de mois, mais il suffit qu'il y ait un CRA, un PO. Alors, ça, un CRA, c'est des comptes rendus d'activité. Le PO, c'est des purchase orders, c'est des bons de commande chez les clients. Il suffit qu'une virgule manque quelque part, on refait tout le process et on a des délais de paiement à À 60, 60 jours, ouais. 90 jours. Bah, plus, enfin, 60 jours, c'est le maximum légal, mais ça dépasse toujours. Ça dépasse toujours, pas parce qu'ils ne veulent pas payer, c'est parce que c'est complexe dans des grands groupes et ça prend du temps. Et ça prend nous, beaucoup de temps de faire le recouvrement et la facturage, quoi. Marion, toi, vous voyez un modèle aussi qui serait intéressant pour vous, d'un moment donné, de faire payer le freelance pour du service supplémentaire Alors, ou... on a gardé et on gardera toujours l'essence même de ce site Freelance Info qui était à la base créé par un informaticien freelance de 25 ans, un Nantais, qui avait créé le forum Freelance Info parce qu'il allait se lancer et puis il ne savait pas trop comment faire. Et puis en fait, Comment il s'appelle? il s'appelle Aurélien Guittet. Ok. Bon. Et donc lui, il a On lui créé dit sa bonjour société. s'il nous regarde. S'il nous regarde, exactement. Et il l'a revendu en 2018. Donc, il a fait une bonne quinzaine d'années. Et c'était vraiment l'idée que tout ça, c'est absolument gratuit. On ne se rémunérera jamais sur le travail du freelance. Voilà. Le business modèle va rester le même. Ce sera l'entreprise qui achètera pour trouver la compétence. Merci à Aurélien alors. Oui, Euh, tout à fait. on aurait pu imaginer, tu vois, une sorte de fonction boost, un peu comme sur Tinder, tu vois, Ah tu ben payes un non. truc et puis Alors, pouf, ton CV, il est... tu as raison, on peut l'imaginer, mais en fait, ça, on va le faire autrement. Et ça vient sur les évolutions, effectivement. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on veut pouvoir peut-être faire certifier les compétences, montrer Ouais. que sur cette techno, tu es bon, donc tu as passé les tests, etc. Tout ça, on le mettra à disposition gratuitement, mais par contre, tu as raison, ils seront boostés aux yeux des recruteurs chez nous. Mais par contre, l'achat ne sera pas, enfin, on ne se rémunérera pas du côté freelance, mais du côté entreprise. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas un produit plus cher pour l'entreprise qui cherche à avoir un profil plus qualifié ou avec plus d'informations validées. Et c'est ça la bonne nouvelle, hein. Pour les gens qui nous écoutent, s'ils passent freelance, bah, finalement, il y a aucun, on fait payer nos clients. C'est-à-dire que c'est les clients grands comptes Exactement. qui prennent tout en charge, quoi. Donc, ça ne leur coûte rien. Eux, ils n'ont plus qu'à, entre guillemets, faire leur business model, choisir leur TGM. Donc là aussi, on peut les conseiller sur le bon TGM du marché. Et une fois qu'ils ont ça et ils savent qu'ils ont quelle est leur vie là-dessus, leurs frais, ils toucheront ce salaire-là, quoi. Mm. Moi, quand je discute avec vous et qu'on discute modèle, franchement, je vous vois un peu, en fait, un peu à l'opposé et je peux pas m'empêcher de penser à un acteur qui, en fait, fait les deux, c'est Malte, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, Malte est un peu hybride entre Freelance Info et Cherrypick, là où ils ont une plateforme, tu vois les profils, donc c'est un peu ouvert, c'est-à-dire que là, les clients viennent sur la plateforme, ils peuvent éventuellement choisir, etc. Donc, ce qui s'apparente un petit peu finalement à Turnover. Et puis d'un côté, quand tu es freelance sur Malte, tu sais aussi que des fois, tu peux te faire contacter sans forcément avoir un contact du client, mais bien un contact des équipes. Donc là, on revient plutôt au Oui. modèle de Cherry Pick où il y a plutôt de la qualification, etc. Euh, Vous pensez quoi aujourd'hui du positionnement de Malte et vous pensez que ça va... Est-ce qu'il va se positionner à un moment donné sur un modèle ou alors il va rester comme ça un peu de façon hybride? Pour moi, ils peuvent faire les deux. Enfin, tu parles du côté où on peut qualifier comme chez Cherry Pick et avec des vrais humains derrière qui vont parler avec le free et présenter le projet. Et en même temps, tu peux donner l'accès à l'entreprise pour qu'elle puisse sourcer et faire elle-même sa qualification. Pour moi, ce n'est pas antinomique. On peut faire les deux. Je ne vois pas le problème. Et la différence aussi de Malte avec nous, c'est que Malte, eux, se rémunèrent des deux côtés. Ils ont choisi de faire en sorte que le freelance, lui, participent finalement au service qu'on leur offre. Donc ça, c'est un peu la différence avec nous. Et puis moi, à titre personnel, Malte, j'en ai plutôt une bonne image en termes de com. Je trouve qu'ils ont été très bons ces dernières années. Ils organisaient même tous les apéros malteurs, je ne sais plus comment ils les appelaient à l'époque,
pour lancer leur communauté, ils se sont bien fait connaître et puis ils se sont lancés à l'international. Il me semble que le fondateur vit maintenant à Munich parce qu'il a ouvert le marché allemand. Mais non, Vincent, ouais. Oui, Vincent, voilà, tout à fait. Non, là, pour moi, la différence, elle est. Mais par contre, pour rebondir sur la question d'avant, sur le modèle, le modèle économique, je pense que tout le monde fait payer les clients, 100% clients, moi comme Freelance Info. Et c'est les seuls, je pense, Malte, en effet, à faire payer le client et le freelance. Je crois que le client paye 10% et le freelance paye entre 7 et 8%. Je ne savais Donc, pas, moi, ça, qui partageait la commission. OK. ils partagent la commission et c'est les seuls à faire payer le freelance. Après, moi, je trouve que la vraie différence, elle est fondamentalement déjà par rapport à un cherry pick en tout cas, mais sur le secteur. C'est-à-dire que pour moi, Malte, c'est un LinkedIn de freelance. C'est des généralistes, donc tout le monde peut s'inscrire et c'est des généralistes. Tu peux trouver des marketeurs. Enfin, voilà. Nous, on va vraiment être que sur de l'informatique. Et après, ce qui me dérange le plus, c'est ça, c'est la qualité de la data. C'est-à-dire que c'est que du déclaratif sur du Malte. Tu mets ce que tu veux. Et le client, bah, c'est à lui de faire le sourcing et de faire la qualification. Et donc, c'est ce qu'apporte Cherrypick, c'est cette couche-là, justement, où on va avoir du relationnel avec une compréhension et une qualification du client, une qualification du freelance. Et c'est cette partie-là où on veut justement se différencier par rapport, on va dire, on n'a pas pour objectif, nous, de communiquer sur 300 000 freelances. Je pense le jour où j'ai 300 000 freelances, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour moi, parce que ça veut dire que j'ai pas forcément une communauté sélective. Dans les 300 000 freelances qu'il y a sur le marché, il n'y a pas 300 000 bons. Moi, je préfère en avoir 30 000, 10 fois moins, mais les 30 000 qui sont vraiment les top stars du marché, quoi. Donc, il y a quand même une philosophie vraiment différente, quoi. Mais après, je suis d'accord avec Marion. C'était des précurseurs. Moi, j'en discutais avec Vincent. Avant de monter de Cherry Pick, il y a 3-4 ans, on discutait également ensemble. Je trouve qu'ils participent, en termes de com, ils sont excellents. Et ils participent aussi à l'essor de l'organisation de l'écosystème, l'essor du freelancing, la communication. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde, ça, justement, de consolider et de faciliter l'émergence du freelancing. Mais la différence, voilà, c'est ça. C'est la qualité de la data et la sélectivité. Et puis voilà, ce sont des généralistes, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que on est toutes les plateformes peuvent des fois se regarder un peu en chien de faïence, etc. Mais c'est finalement aussi grâce à toutes ces plateformes. Et Malte est clairement un des plus gros acteurs qui a fait bouger les choses. C'est grâce à tous ces acteurs, Cherrypick, Freelance Info, toutes ces plateformes-là qui font avancer le monde du freelancing et qui donnent aussi envie derrière aux clients de recruter des freelances et de croire en ce modèle. Donc, il y a des syndicats de plateformes qui sont en train de se monter, justement, pour qu'on pousse certains sujets, ne serait-ce qu'aussi au niveau de la loi, hein, pour faire évoluer certaines choses sur le statut du freelance et la reconnaissance du freelance. Donc, on n'est pas des concurrents, on est des confrères et en effet, on fait avancer les choses dans le même sens. Et c'est très bien qu'à la rigueur, même toi, tu organises des choses et on est complémentaires, concurrents, mais c'est toujours des discussions intéressantes et des échanges pertinents, quoi. Ouais, c'est clair que si on travaille là-dedans, toi et Stéphane, moi je participe au projet de Freelance Info, mais on y croit, c'est des modèles dans lesquels on croit. Moi aussi, j'aspire à ça, peut-être voilà, monter ma propre structure à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a tous eu un petit effet sur ce marché. On a tous mis notre pierre à l'édifice et effectivement, on ne travaille pas, moi je ne le ressens pas en tout cas, en une concurrence féroce où on irait se piquer des profils. En fait, ce n'est pas ça. Et pareil, ce que tu disais Stéphane, de très intéressant, on n'est pas du tout non plus sur des volumes où on veut présenter une CV Tech immense. Ce n'est pas du tout le but. Moi, je veux des profils de candidats. Alors, on ne les qualifie pas hein, aujourd'hui, mais je veux des profils de candidats qui sont disponibles, qui ont mis à jour leur profil. Ça veut dire qu'ils sont potentiellement prêts pour travailler et disponibles. Donc,
Pour nous, ça, c'est hyper important et on ne parle pas non plus de CV Tech avec des centaines de milliers de profils. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas ce qu'on cherche.